Quand j'ai réussi, mes parents m'ont reproché de faire de l'ombre à mon frère au chômage. Au lieu de l'aider à s'améliorer, ils ont essayé de saboter mon travail avec des mensonges pour m'apprendre l'humilité. Mon travail n'a rien de particulièrement extravagant, mais j'ai gravi les échelons depuis mon poste d'analyste junior, juste après l'université. Mon jeune frère, Nathan, 25 ans, eh bien, il existe. C'est à peu près la chose la plus impressionnante que je puisse dire de lui sans mentir. Laissez-moi vous brosser un tableau de la façon dont les choses ont toujours été dans ma famille. Je suis l'aîné. Dès le premier jour, on attendait de moi que je sois responsable, mature, et que je m'élève pratiquement seul, pendant que mes parents concentraient toute leur énergie sur Nathan, l'enfant chéri, le petit dernier, celui qui ne pouvait rien faire de mal, même quand il le faisait activement. Quand nous étions enfants, je me faisais gronder pour avoir laissé des jouets par terre. Nathan, lui, pouvait saccager tout le salon, et mes parents se contentaient de sourire en disant qu'il était créatif. J'ai eu des corvées dès l'âge de 7 ans. Nathan n'a commencé à en faire que vers 15 ans. Les anniversaires étaient une plaisanterie. Je recevais des choses pratiques, des vêtements dont j'avais besoin pour l'école, un nouveau sac à dos. Nathan, lui, avait la nouvelle console de jeu, des baskets chères, des billets de concert. Une année, pour mon anniversaire, j'ai eu une calculatrice graphique. J'avais 14 ans. Nathan, pour son 12e anniversaire, a eu une moto tout-terrain. Mais vous savez quoi? J'ai appris à ne plus me soucier de l'injustice. J'ai simplement baissé la tête et me suis concentré sur ce que je pouvais contrôler. J'ai étudié dur, j'ai eu de bonnes notes, j'ai eu des petits boulots à partir de 16 ans, et j'ai économisé chaque centime. Mes parents ne m'ont jamais aidé financièrement après mes 18 ans. Ni pour l'université, ni pour mon premier appartement, rien. Pendant ce temps, Nathan a eu ses frais de scolarité payés, une voiture offerte, et son loyer couvert pendant ses études. En parlant d'université, je suis allé dans une bonne université d'État grâce à une bourse d'études partielle que j'ai obtenue par moi-même. J'ai travaillé 20 heures par semaine, et j'ai obtenu mon diplôme en 4 ans avec une licence en finance et une moyenne de 3,7. Nathan y est allé 3 ans plus tard. Mes parents ont payé l'intégralité de ses frais. Il a changé de spécialisation 4 fois, a mis 6 ans pour obtenir une licence en communication, et a terminé avec une moyenne d'environ 2,3. Sa fête de remise de diplôme comptait 100 personnes et un buffet traiteur. La mienne, c'était un dîner à l'Olive Garden. Après l'université, j'ai commencé dans mon entreprise actuelle comme analyste junior, gagnant 42 000 € par an. Je vivais dans un studio minable, je conduisais une vieille Honda Civic, je mangeais des ramen la plupart des soirs, et j'économisais agressivement. Nathan, lui, enchaînait les petits boulots dans la vente, et en quittait la moitié. Il vivait toujours à la maison, sans payer de loyer, au volant de la voiture que mes parents lui avaient achetée. Je me suis démené, je suis arrivé tôt, je suis resté tard, j'ai pris des projets supplémentaires, et j'ai été promu analyste après 2 ans, puis analyste senior 3 ans plus tard. Mon salaire est passé à 78 000 €. J'ai déménagé dans un appartement décent de 2 chambres, dans une belle résidence avec une salle de sport et une piscine. Je me suis acheté une Mazda d'occasion de 3 ans, qui avait enfin la climatisation et le Bluetooth. J'ai commencé à bien garnir mon compte d'épargne. Rien d'extravagant, juste une vie d'adulte normale, au lieu de celle d'un étudiant fauché. Nathan, lui, était toujours à la maison à 24 ans, travaillant à temps partiel dans un magasin de sport, gagnant peut-être 15 000 € par an s'il travaillait des semaines complètes, ce qui était rare. Mes parents s'en fichaient. Ils ne lui faisaient pas payer de loyer. Ils soutenaient en gros un homme adulte qui n'avait aucune ambition et passait le plus clair de son temps à jouer aux jeux vidéo et à traîner avec ses copains. L'année dernière, j'ai acheté ma première maison. Rien de fou, une maison de plein pied avec 3 chambres dans une banlieue correcte, à environ 20 minutes du travail. Elle avait besoin de quelques retouches esthétiques, mais la structure était solide. J'ai économisé pour la compte moi-même. J'ai obtenu une préapprobation de prêt, et j'ai géré tout le processus en solo. C'était énorme pour moi, la première grande étape d'adulte que j'avais franchie entièrement seul. Quand j'ai annoncé à mes parents que j'avais finalisé l'achat, leur réaction a été, au mieux, tiède. Ma mère a dit, c'est bien, chérie. Comme si je venais de lui dire que j'avais acheté de nouvelles chaussettes. Mon père m'a demandé si j'étais sûr de pouvoir assumer les mensualités. 0 félicitations, 0 enthousiasme, 0 fierté pour ce que leur fils avait accompli.
Mais vous savez ce qui m'a vraiment blessé? 2 jours après leur avoir parlé de l'achat de ma maison, Nathan a mentionné qu'il pensait peut-être chercher un appartement, un jour, éventuellement. Et mes parents se sont mis en quatre pour lui proposer de l'aider avec le loyer, de se porter garant, et de parler de combien ce serait excitant pour lui d'avoir son propre chez lui. Il n'avait même pas encore regardé d'appartement. Il y pensait juste, et ils étaient prêts à financer tout son déménagement. Le point de bascule est survenu il y a 3 mois, lors d'un dîner de famille. Nous en avons un par mois chez mes parents. C'est généralement assez ennuyeux. On mange ce que ma mère a préparé, on parle de tout et de rien, et je pars dès que c'est socialement acceptable. Ce soir-là, mon oncle Richard était là avec ma tante Paula. Mon oncle Richard m'a demandé comment allait le travail, et j'ai mentionné que je venais d'avoir une autre augmentation, gagnant maintenant 92 000 € par an. Je ne me vantais pas, je répondais simplement à sa question directe. Mon oncle a été impressionné, m'a posé plus de questions sur mon travail, ce que je faisais, comment était l'entreprise, une conversation normale. J'ai parlé d'un grand projet que j'avais dirigé et qui avait fait économiser beaucoup d'argent à l'entreprise. J'ai parlé des retours positifs que je recevais de la direction. J'ai mentionné qu'on envisageait de me nommer à un poste de manager qui se libérerait l'année prochaine. Pendant tout ce temps, Nathan était assis là, l'air de faire la tête. Il devenait de plus en plus silencieux, touchant à peine sa nourriture, vérifiant constamment son téléphone. Mes parents l'ont remarqué et n'arrêtaient pas de me lancer des regards, comme si je faisais quelque chose de mal en ayant une conversation normale avec mon oncle. Après le dîner, mon oncle et ma tante sont partis et j'aidais à débarrasser la table quand ma mère m'a pris à part. Elle avait cette expression sérieuse qui m'a immédiatement mis sur mes gardes. « Je peux te parler 1 minute ?» a-t-elle demandé, me conduisant dans le salon. Mon père et Nathan sont restés dans la cuisine. « Bien sûr, qu'est-ce qu'il y a ?» ai-je demandé, sincèrement confus quant à ce qui pouvait être si important. Ma mère a joint les mains sur ses genoux et m'a regardé comme si elle allait annoncer une mauvaise nouvelle. « J'ai besoin que tu comprennes quelque chose. La façon dont tu as parlé de ton travail ce soir, ça a mis Nathan très mal à l'aise. » J'ai éclaté de rire, pensant qu'elle plaisantait. Elle ne souriait pas. « Attends, tu es sérieuse ?» ai-je demandé. « Oui, Nathan traverse une période difficile en ce moment, il essaie de trouver sa voie professionnelle. Il n'a pas besoin d'entendre à quel point tu réussis. Ça ne fait qu'aggraver son sentiment d'échec. » Je l'ai dévisagé. Oncle Richard m'a posé des questions sur le travail. Je répondais à sa question. Tu aurais pu être plus modeste. Tu n'avais pas besoin de donner autant de détails sur ton augmentation et tes perspectives de promotion. Tu sais que Nathan a des difficultés. Nathan a des difficultés parce qu'il travaille 15 heures par semaine dans un magasin et vit gratuitement à la maison, ai-je dit, en essayant de garder ma voix calme. Ce n'est pas ma faute. C'est exactement ce genre d'attitude dont je parle, a dit ma mère, sa voix devenant plus sèche. Tu dois être plus sensible aux sentiments de ton frère. Tout le monde n'est pas aussi carriériste que toi. Certaines personnes ont besoin de plus de temps pour trouver leur chemin, il a 25 ans, maman. Il a eu tout le temps, et je ne vais pas m'excuser d'avoir travaillé dur et de réussir. Elle a soupiré, comme si je faisais des difficultés. Je te demande juste de mettre un peu la pédale douce. Quand nous avons des réunions de famille, tu n'as pas besoin de parler autant de tes réussites. Ça crée des tensions. Des tensions? Moi, répondant honnêtement à des questions, ça crée des tensions. Tu donnes à ton frère un sentiment d'infériorité, a-t-elle dit sèchement. Je te demande, en tant que son grand frère, d'être plus prévenant. Est-ce vraiment trop demandé? Je suis resté assis, en train d'assimiler ce qu'elle disait réellement. Ma propre mère me demandait de cacher ma réussite pour protéger les sentiments de mon frère adulte, non pas de l'encourager à faire mieux, non pas de le pousser à prendre sa vie en main, mais juste de m'assurer que je ne lui rappelle pas qu'il n'allait nulle part. En étant visiblement moi-même un succès. Alors, que veux-tu que je fasse, ai-je demandé. Mentir sur mon travail? Prétendre que je travaille dans une station-service? Démissionner et travailler à temps partiel dans la vente pour que Nathan ne se sente pas mal? Ne sois pas dramatique, a sèchement répliqué ma mère. Je te demande juste un peu de discrétion, un peu d'humilité. Tu n'as pas besoin de rappeler constamment à tout le monde à quel point tu réussis. Je l'ai mentionné une fois, parce qu'oncle Richard me l'a directement demandé. Ce n'est pas rappeler constamment. Eh bien, c'était inconfortable pour Nathan,
et j'apprécierais que tu sois plus réfléchi à l'avenir. Je me suis levé. Je vais y aller. Tu pars déjà? Nous n'avons pas encore eu de dessert. Oui, je crois que j'en ai assez vu ici, ai-je dit, attrapant ma veste sur le porte-manteau. Mon père est sorti de la cuisine. Tout va bien? Parfaitement, ai-je répondu. Maman vient de me dire que je réussis trop bien et que ça blesse les sentiments de Nathan, alors je devrais probablement cacher mes accomplissements à partir de maintenant. Du soutien, du vrai. Le visage de mon père a fait cette chose bizarre où je pouvais dire qu'il savait exactement ce que ma mère avait dit et était d'accord avec elle, mais ne voulait pas l'admettre à voix haute. Ta mère essaie juste de maintenir la paix. En me demandant de prétendre que je ne vais pas bien? C'est ça, maintenir la paix? Personne ne te demande de prétendre quoi que ce soit, a dit mon père, mais son ton disait le contraire. Nous pensons juste qu'il serait peut-être mieux que tu sois un peu moins bavard sur ta carrière. Bavard, d'accord. J'ai compris. Je me suis dirigé vers la porte. Nathan est apparu de la cuisine, l'air suffisant au possible. Il savait exactement ce qui venait de se passer et s'en délectait. À plus tard, ai-je dit à personne en particulier, et je suis parti. Je suis resté assis dans ma voiture quelques minutes, digérant à quel point cette interaction était tordue. Mes parents n'étaient pas fiers de moi. Ils voyaient ma réussite comme un problème. La semaine suivante, je me suis porté volontaire pour diriger 2 autres projets de grande envergure au travail. Je suis resté tard, je suis venu le samedi, j'ai préparé des présentations qui comptaient parmi mes meilleures œuvres, et j'ai commencé à réseauter plus agressivement, me positionnant pour un poste de direction. Au dîner de famille suivant, j'ai parlé de tout ce sur quoi je travaillais. Le visage de ma mère se crispait à chaque mot. Nathan s'est excusé au milieu du repas. Mon père a essayé de changer de sujet 2 fois. 2 semaines plus tard, j'ai appris que j'avais obtenu la promotion de manager. Mon nouveau titre était responsable financier, et mon salaire a bondi à 112 000 €. J'étais aux anges. C'était énorme. C'était tout ce pourquoi j'avais travaillé. J'ai appelé mes parents pour leur annoncer. Ma mère a répondu. Salut maman. J'ai de super nouvelles. J'ai été promu manager. Une belle augmentation aussi. Silence à l'autre bout du fil. Maman? C'est bien, chérie. Est-ce que papa est là? Je voulais lui dire aussi. Il est occupé en ce moment. Je lui dirai. D'accord. Eh bien, oui, je suis vraiment enthousiaste. C'est un grand pas en avant. Encore du silence. Bon, eh bien, je dois y aller. Je voulais juste partager la nouvelle. D'accord. Au revoir. Elle a raccroché avant que je puisse lui dire au revoir. Voilà la réaction de ma mère à la plus grande réussite professionnelle de ma vie jusqu'à présent. C'est bien, chérie, puis, en gros, me raccrocher au nez. Peu importe. Je n'avais pas besoin de leur validation. Je n'en avais jamais eu besoin avant, je n'allais pas commencer maintenant. Le mois suivant, au dîner de famille, je suis arrivé dans la nouvelle voiture que je venais de louer, une très belle berline Audi. Nathan était dehors quand je suis arrivé. L'expression de son visage en voyant la voiture était impayable. Le dîner était tendu. Personne ne m'a posé de questions sur le travail ou la voiture. Mon oncle Richard a posé des questions sur l'Audi, et je lui en ai parlé. Mes parents avaient l'air de vouloir être n'importe où ailleurs. Après le dîner, je m'apprêtais à partir quand ma mère m'a suivi jusqu'à ma voiture. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit, les bras croisés. De quoi? Il faut que ça cesse, a-t-elle dit, faisant un geste vague vers ma voiture et, apparemment, toute mon existence. Tu mets ta réussite sous le nez de Nathan. J'ai conduit une voiture à un dîner de famille. C'est lui mettre sous le nez? Tu savais qu'il la verrait. Tu savais que ça le mettrait mal à l'aise. Tu aurais pu prendre ton ancienne voiture. J'ai éclaté de rire. Tu veux que je conduise une moins bonne voiture pour que mon frère ne se sente pas mal? Tu t'entends, là? J'entends un fils qui est devenu arrogant et sans considération, a-t-elle rétorqué. Tu n'es pas la personne que j'ai élevée. La personne que tu as élevée, maman? Vous m'avez à peine élevé. Vous étiez trop occupé à vous assurer que Nathan ait tout ce qu'il voulait, pendant que je me débrouillais seul. J'ai travaillé pour tout ce que j'ai. Absolument tout.
Et maintenant que je réussis enfin. Tu veux que je le cache parce que Nathan ne supporte pas le fait qu'il n'a rien accompli? Son visage est devenu rouge. Comment oses-tu me parler comme ça? Je dis la vérité. Nathan ne va nulle part parce que papa et toi l'avez assisté toute sa vie. Il n'a aucune ambition, aucune éthique de travail, aucune motivation, parce qu'il n'a jamais eu à développer ces choses. Vous lui avez tout donné et n'avez rien attendu en retour. Ce n'est pas ma faute. Nathan traverse une période difficile, a-t-elle dit, la voix tremblante. Il essaie de trouver sa voie. La dernière chose dont il a besoin, c'est que son frère étale sa réussite à chaque occasion. Je n'étale rien. Je vis ma vie. Si ça met Nathan mal à l'aise, il devrait probablement faire quelque chose de sa propre vie, au lieu de s'attendre à ce que je prétende que la mienne ne va pas bien. Tu as changé, a-t-elle dit doucement. Tu étais humble avant. J'étais invisible avant, l'ai-je corrigé. Il y a une différence. Je suis monté dans ma voiture et je suis rentré chez moi, la laissant debout dans l'allée. Les semaines suivantes ont été calmes. Je n'ai pas eu de nouvelles de mes parents, sauf pour le rappel mensuel standard du prochain dîner de famille. J'ai failli ne pas y aller, mais je me suis dit, pourquoi les laisser me chasser de la famille? En plus, mon oncle Richard était cool, et j'aimais bien discuter avec lui. Le dîner a commencé normalement. Ma mère était froide, mais civile. Mon père m'a à peine adressé la parole. Nathan avait l'air misérable, comme d'habitude. Mon oncle Richard m'a demandé comment allait le nouveau travail, et je lui ai dit que c'était super. Je dirigeais maintenant une équipe de 3 analystes, je travaillais sur des projets encore plus importants, et je présentais régulièrement directement au directeur financier. Ma mère s'est excusée de table et est allée dans sa chambre. Mon père m'a lancé un regard noir, comme si j'avais dit quelque chose de terrible. J'avais littéralement juste répondu à une question sur mon travail. Peu importe. J'ai fini de dîner, j'ai parlé avec mon oncle de quelques stratégies d'investissement qui l'intéressaient, et je suis parti vers 20h. C'est là que les choses ont pris une tournure vraiment bizarre. 2 jours plus tard, j'ai été convoqué dans le bureau de mon patron, dès le matin. Il s'appelle Glenn, et c'est généralement un type assez décontracté, mais quand je suis entré, il avait l'air mal à l'aise. « Ferme la porte », a-t-il dit. Je me suis assis, le cœur commençant à battre un peu plus vite. Ça ne ressemblait pas à une réunion normale. J'ai reçu un appel très étrange hier après-midi, a dit Glenn en se penchant en arrière dans son fauteuil. D'une femme prétendant être votre mère. Mon estomac s'est noué. Quoi? Elle a appelé le standard, a été transférée plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle m'atteigne. Elle a dit qu'elle était votre mère et qu'elle avait des préoccupations à discuter concernant votre comportement au travail. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Quel genre de préoccupation? Glenn a soupiré. Elle a prétendu que vous vous vantiez auprès de membres de la famille de vous attribuer le mérite du travail des autres. Elle a dit que vous mentiez sur vos réalisations et que nous devrions savoir que vous n'êtes pas réellement responsable du succès que vous revendiquez. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. C'est complètement faux. Chaque chose sur laquelle j'ai travaillé est documentée. Chaque projet, chaque présentation, chaque livrable. Vous le savez. Vous avez tout examiné. Je sais, a dit Glenn. C'est pourquoi c'était un appel si bizarre. Elle a aussi prétendu que vous harceliez des collègues et créiez un environnement de travail hostile, ce qui n'est évidemment pas vrai car nous n'avons eu aucune plainte à votre sujet. Au contraire, votre équipe adore travailler avec vous. Je n'arrive pas à croire qu'elle a appelé mon travail, ai-je dit, sincèrement choqué. Pourquoi ferait-elle ça? Glenn a haussé les épaules. J'espérais que vous pourriez me le dire. Elle semblait très convaincue que vous vous présentiez sous un faux jour. Elle a dit qu'elle craignait que l'entreprise ne soit trompée. C'est. Je ne savais même pas comment finir cette phrase. Ma propre mère a appelé mon patron pour essayer de saboter ma carrière, parce que ma réussite mettait son autre fils mal à l'aise. Écoutez, a dit Glenn, je lui ai dit que nous n'avions aucune inquiétude concernant vos performances. Et que le travail de tous nos employés est minutieusement documenté et examiné. Elle n'a pas semblé satisfaite de cette réponse et a laissé entendre qu'elle pourrait s'adresser à quelqu'un de plus haut placé. Je voulais vous prévenir au cas où elle essaierait de contacter notre service RH ou quelqu'un de la direction. Je suis vraiment désolé, ai-je dit. C'est complètement déplacé et inapproprié.
Je vais m'en occuper. Avez-vous besoin de prendre du temps personnel pour régler des affaires de famille, a demandé Glenn, et je pouvais voir qu'il était sincèrement inquiet. Non, je vais bien. Je m'assurerai que cela ne se reproduise plus. Pour ce que ça vaut, a dit Glenn alors que je me levais pour partir, vous êtes l'un de nos employés les plus performants. Quel que soit le drame familial en cours, cela ne se reflète pas sur votre travail ici. Tout le monde connaît la qualité de ce que vous produisez. Je l'ai remercié et je suis retourné à mon bureau, mais je ne pouvais me concentrer sur rien. Je repassais la conversation dans ma tête. Ma mère avait réellement appelé mon lieu de travail pour tenter de détruire ma carrière. Ce n'était plus juste me demander de modérer mon succès. C'était du sabotage actif. J'ai attendu l'heure du déjeuner pour l'appeler. Elle a répondu à la 3e sonnerie. Salut, chérie. As-tu appelé mon patron, l'ai-je coupé? Silence. Réponds-moi. As-tu appelé mon lieu de travail et leur as-tu dit que je mentais sur mon travail? Je ne vois pas de quoi tu parles, a-t-elle dit, mais sa voix vacillait. Si, tu vois. Mon patron m'a parlé de ton appel, de comment tu as prétendu que je m'attribuais le mérite des autres et que je harcelais les gens, de comment tu as essayé de me faire virer. Je n'ai pas essayé de te faire virer, a-t-elle dit sur la défensive. Je pensais juste qu'il devait savoir la vérité sur ton comportement. La vérité? Quelle vérité? Que je travaille dur et que je fais bien mon travail? C'est ça, la vérité. Tout ce que j'ai accompli est réel et documenté. Tu as essayé de me saboter avec des mensonges. Tu as été insupportable dernièrement, a-t-elle lancé, à te vanter constamment, à frimer, à faire que Nathan se sente mal dans sa peau. Quelqu'un devait te remettre à ta place. Alors, tu as essayé de me faire virer. C'était ta solution. Appeler mon employeur avec des accusations inventées. Elles n'étaient pas inventées. Tu t'es attribué le mérite de choses. Arrête de mentir, ai-je dit, ma voix s'élevant. Tu ne connais rien à mon travail. Tu ne sais pas ce que je fais ni ce que j'ai accompli, parce que tu n'as jamais pris la peine de demander. Tu as juste décidé que, parce que la vie de Nathan ne mène nulle part, la mienne ne devrait pas non plus. Ce n'est pas juste, a-t-elle dit, sa voix devenant stridente. Je suis ta mère. J'essayais de t'apprendre un peu d'humilité. En essayant de détruire ma carrière? Ce n'est pas enseigner l'humilité. C'est du sabotage. Tu sais quoi? C'est terminé. Ne m'appelle plus. Ne contacte plus mon travail. Ne te présente plus chez moi. C'est fini. Tu ne peux pas me parler comme ça. Je suis ta mère. Et tu es censé être fier de ton fils quand il réussit, pas essayer de le démolir parce que ça blesse les sentiments de ton préféré. Perds mon numéro. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Mes mains tremblaient. Je n'avais jamais parlé à mes parents comme ça auparavant. Je ne m'étais jamais opposé à eux si directement. Mais trop, c'était trop. Elle avait franchi une ligne qui ne pouvait être effacée. Mon téléphone a commencé à sonner immédiatement. Ma mère, puis mon père, puis ma mère à nouveau. J'ai refusé chaque appel. Puis les SMS ont commencé. Maman, tu es ridicule. Rappelle-moi pour qu'on puisse en discuter comme des adultes. Papa, ta mère est très contrariée. Ce n'est pas une façon de traiter tes parents. Nathan, mec, qu'est-ce que tu as dit à maman? Elle pleure. J'ai bloqué les 3 numéros. Le reste de la semaine a été étrange. Je m'attendais à ce que ma mère se présente à mon bureau ou rappelle Glenn, mais rien ne s'est passé. Je suis resté concentré sur le travail, j'ai essayé de chasser tout ce bazar de mon esprit. Vendredi après-midi, mon oncle Richard m'a appelé. Nous avions échangé nos numéros quelques mois auparavant, quand il voulait des conseils financiers. Et, tu as une minute, a-t-il demandé. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? J'ai entendu ce qui s'est passé, ta mère qui a appelé ton travail. Ton père m'en a parlé hier soir. Oh, super. Alors tout le monde est au courant maintenant. Juste moi et ta tante, a-t-il dit. Et pour ce que ça vaut, je pense que ce que ta mère a fait était complètement déplacé, genre, a largement dépassé les bornes. Merci, ai-je dit, surpris d'entendre quelqu'un de la famille dire ça. J'ai essayé de leur en parler, a poursuivi Richard. Je leur ai dit qu'ils étaient ridicules avec toute cette situation entre toi et Nathan.
Ta mère n'arrêtait pas de dire que tu étais devenu arrogant et qu'il fallait te faire redescendre sur terre. Ton père la soutenait. C'était inconfortable. C'est à peu près ma vie depuis quelques mois, ai-je dit. Eh bien, je voulais que tu saches que Paula et moi ne voyons pas les choses de cette façon. Nous pensons que tu as fait un travail incroyable pour construire ta carrière. Nous sommes fiers de toi, même si tes parents n'en sont pas capables. J'ai senti ma gorge se serrer. J'apprécie, vraiment. Et entre nous, a dit Richard, en baissant la voix comme si quelqu'un pouvait l'entendre, Nathan a besoin de se ressaisir. Le gamin a 25 ans, il vit à la maison sans vrai travail ni ambition. Tes parents ne lui rendent aucun service en encourageant sa paresse. Essaie de leur dire, ça, ai-je dit. Je l'ai fait, plusieurs fois. Ils ne veulent pas l'entendre. Ils se sont convaincus que Nathan va trouver sa voie d'un jour à l'autre, devenir un immense succès, et que tu es juste temporairement en avance. C'est délirant. Nous avons parlé encore quelques minutes avant de raccrocher. Ça faisait du bien d'avoir au moins un membre de la famille qui n'était pas complètement déconnecté de la réalité. Lundi matin, je suis arrivé au travail en m'attendant à une journée normale. Au lieu de cela, Glenn m'a de nouveau appelé dans son bureau avant même que j'aie atteint mon poste. Il faut qu'on parle, a-t-il dit, et j'ai ressenti la même sensation de boule à l'estomac que la semaine précédente. Ma mère a encore appelé, ai-je demandé en m'asseyant. Non, mais notre directrice des RH a reçu un email d'elle vendredi. Un long email détaillant de multiples accusations sur votre comportement, vos performances au travail, prétendant que vous êtes un imposteur qui manipule la direction. C'était honnêtement un peu délirant. Vous vous moquez de moi. J'aimerais bien, a dit Glenn. Les RH me l'ont transmis et m'ont demandé de m'en occuper. J'ai dû sortir tout votre dossier de performance, documenter chaque projet sur lequel vous avez travaillé, compiler tous les retours positifs de votre équipe et d'autres services. En gros, j'ai dû prouver que vous n'inventez pas vos réussites. Je suis tellement désolé, ai-je dit, mortifié. C'est complètement insensé. Je ne sais pas pourquoi elle fait ça. La directrice des RH veut vous rencontrer demain. Rien d'inquiétant, c'est juste la procédure standard quand nous recevons des plaintes. Vous n'avez pas de problème. Nous devons juste tout documenter formellement au cas où votre mère ferait monter les choses d'un cran. Monter jusqu'où? Glenn a haussé les épaules. Je ne sais pas. Peut-être des poursuites judiciaires. Elle a mentionné dans son email qu'elle envisageait de contacter un avocat au sujet de votre comportement frauduleux. C'est assez fou. J'ai rencontré les RH le lendemain. La directrice, Lisa, a été incroyablement compréhensive. J'ai expliqué la situation familiale, comment ma mère était contrariée par mon succès parce que cela donnait un sentiment d'infériorité à mon jeune frère, comment elle m'avait d'abord demandé de cacher mes réussites, puis avait essayé de saboter ma carrière quand j'avais refusé. Lisa a pris des notes, a posé des questions de clarification, puis m'a montré une copie imprimée de l'email que ma mère avait envoyé. Il faisait 3 pages, interlignes simples, remplies d'accusations allant de l'exagération à la fabrication complète. Elle prétendait que j'avais menti sur la direction de projet auquel j'avais en réalité simplement participé. Faux. J'avais des documents prouvant que j'étais le chef de projet sur chaque projet que j'avais revendiqué. Elle prétendait que je m'étais attribué le mérite du travail d'autres analystes. Faux. Les membres de mon équipe avaient tous soumis des retours louant mon leadership et me créditant pour mes contributions. Elle prétendait que j'avais manipulé des indicateurs pour améliorer mes performances. Faux. Tous les indicateurs étaient vérifiés et examinés par plusieurs niveaux de direction. Elle prétendait que j'avais été impoli et méprisant envers mes collègues. Faux. J'avais des dizaines d'évaluations positives de mes pairs et aucune plainte déposée contre moi. Ça continuait comme ça. Chaque accusation était totalement infondée et facilement réfutable. Mais le fait que ma propre mère ait passé du temps à écrire ce réquisitoire élaboré contre moi était troublant. Je dois vous demander, a dit Lisa prudemment. Y a-t-il une part de vérité dans l'une de ces accusations, même partielle? Non, ai-je dit fermement. Rien de tout ça. Vous pouvez vérifier tout ce que j'ai dit. Vérifier auprès de mon équipe, auprès d'autres services. Regardez toute ma documentation de projet. Tout y est. Lisa a hoché la tête. C'est ce que nous avons fait. C'est pourquoi cette réunion est si simple. S'il y avait ne serait-ce qu'un soupçon de vérité dans ces affirmations,
nous aurions une conversation très différente. Mais tout concorde parfaitement. Vous êtes un employé modèle. Alors, que se passe-t-il maintenant, ai-je demandé. Je vais envoyer une réponse formelle à votre mère, expliquant que nous avons enquêté sur ces allégations et les avons trouvées sans fondement. Je l'informerai également que tout contact ultérieur concernant cette affaire sera considéré comme du harcèlement. Et nous prendrons les mesures appropriées. Cela devrait, espérons-le, y mettre un terme. Merci, ai-je dit, sincèrement soulagé. Pour ce que ça vaut, a ajouté Lisa, les dynamiques familiales peuvent être très compliquées. Je suis désolé que vous ayez à gérer ça. Il est clair que le comportement de votre mère découle de problèmes personnels qui n'ont rien à voir avec vos performances réelles ici. J'ai quitté le bureau des RH en me sentant à la fois validé et épuisé. Toute cette situation était bien plus drainante que je ne l'avais prévu. Ce soir-là, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à le faire. Allô ? Est-ce que ce sera ta réponse à tout ? Ignorer ta famille et prétendre que nous n'existons pas ? Mon père, appelant d'un autre téléphone puisque j'avais bloqué son portable. Je ne prétends pas que vous n'existez pas. Je coupe les ponts avec les gens qui ont essayé de saboter ma carrière. Ta mère a fait une erreur, a-t-il dit. Elle était sous le coup de l'émotion et contrariée. Elle ne pensait pas la plupart de ce qu'elle a écrit. Elle a écrit 3 pages de mensonges à mon service RH, papa. 3 pages. Ce n'est pas de l'émotion, c'est calculé. Elle s'en excuse maintenant. Tant mieux pour elle. Ça ne change toujours rien. Tu vas vraiment couper les ponts avec toute ta famille pour ça, a-t-il demandé, la voix s'élevant. Pour ta mère qui essaie de t'apprendre un peu d'humilité ? Essayer de me faire virer, ce n'est pas enseigner l'humilité. C'est du sabotage. Et oui, je coupe les ponts avec les gens qui pensent que ma réussite est un problème à résoudre. Nathan a beaucoup de mal avec tout ça, a dit papa, changeant de tactique. Il a l'impression que tu as abandonné la famille. J'ai failli rire. Nathan a du mal ? Nathan, qui vit sans loyer chez vous à 25 ans, avec un travail à temps partiel et zéro ambition ? Ce Nathan-là ? Il traverse une période de transition. Il traverse une période de transition depuis 7 ans, ai-je interrompu. À un moment donné, ce n'est plus une transition, c'est juste sa vie. Et ce n'est pas mon problème. Tu te souciais de ta famille avant, a dit papa doucement. Je me soucie toujours des membres de ma famille qui sont heureux de ma réussite au lieu d'essayer de la détruire, ce qui, à ce stade, se résume à l'oncle Richard. Tu es égoïste et cruel. Je réussis et ça vous met mal à l'aise. Ce n'est pas la même chose. J'ai raccroché et j'ai bloqué ce numéro aussi. Les semaines suivantes ont été d'un calme bienheureux. Pas d'appel de mes parents, pas de mail à mon travail, pas de visites inattendues. Je me suis plongé dans le travail, j'ai continué à exceller dans mon poste, et j'ai commencé à vraiment profiter de ma vie sans le courant sous-jacent constant du drame familial. Puis, l'oncle Richard a de nouveau appelé. Et, je voulais juste te donner des nouvelles de la situation familiale, a-t-il dit. Est-ce que j'ai envie d'entendre ça, ai-je demandé. Probablement pas, mais tu devrais savoir quand même. Ta mère raconte à tout le monde que tu as coupé les ponts avec la famille sans raison. Elle joue la victime à fond. Elle dit que tu as rejeté son aide et ses conseils, et que maintenant tu ne lui parles plus. Son aide et ses conseils étant d'essayer de me faire virer ? Elle ne mentionne pas cette partie, a dit Richard sèchement. Elle présente ça comme si elle t'avait fait une critique constructive sur le fait d'être plus humble, et que tu avais surréagi en coupant les ponts avec tout le monde. Bien sûr qu'elle le fait. Ton père la soutient complètement. Nathan raconte aux gens que tu es jaloux de sa relation avec vos parents et que c'est pour ça que tu as arrêté de venir. C'est assez tordu. Laisse-les raconter ce qu'ils veulent, ai-je dit. Les gens qui comptent connaissent la vérité. C'est ce que j'ai dit à Paula, a dit Richard. Nous ne croyons pas à leur version des faits. Paula a même rembarré ta mère la semaine dernière à une réunion de famille. Elle lui a dit que ce qu'elle avait fait était inexcusable et que tu avais tout à fait le droit de couper le contact. Ta mère n'a pas apprécié. Je parie que non. Je voulais juste que tu saches que tu as du soutien ici, a dit Richard. Même si tes parents sont ridicules. Nous avons parlé un peu plus longtemps avant de raccrocher. C'était réconfortant de savoir qu'au moins 2 membres de la famille voyaient la situation clairement. 1 mois plus tard,
quelque chose d'intéressant s'est produit. J'ai de nouveau été promu, cette fois au poste de responsable financier senior avec une augmentation encore plus importante, 135 000 € par an. C'est arrivé un peu de nulle part, honnêtement. Le vice-président des finances m'a appelé dans son bureau et m'a dit qu'il créait un nouveau poste de manager senior, et que j'étais leur premier choix pour ce poste. Le nouveau poste venait avec un plus grand bureau, une petite équipe de managers sous ma responsabilité, et beaucoup plus de responsabilités. C'était un énorme bond en avant dans ma carrière. Je ne l'ai pas dit à mes parents, je ne les ai pas appelés, ni envoyé de SMS, rien. À quoi bon? Ils avaient déjà clairement montré que ma réussite les dérangeait. Mais je l'ai dit à l'oncle Richard quand il a appelé pour prendre des nouvelles. Pas possible. C'est incroyable, a-t-il dit, sincèrement enthousiaste. Manager senior à 28 ans. Mec, tu déchires. Merci, ai-je dit en souriant. Ça a été une bonne année sur le plan professionnel. Tes parents vont devenir fous quand ils l'apprendront, a dit Richard en riant. Surtout que Nathan vient de se faire virer du magasin de sport pour être arrivé trop souvent en retard. Attends, sérieusement? Oui. C'est arrivé la semaine dernière. Il est de retour au chômage complet. Ta mère trouve déjà des excuses, disant que le manager l'avait dans le nez et que le travail ne lui convenait pas de toute façon. Donc, rien n'a changé alors. Non. Il continue de l'assister, refusant toujours de reconnaître qu'il doit grandir. Pendant ce temps, toi, tu es là, en train de tout déchirer dans le monde réel. Nous avons parlé un moment de plus, prenant des nouvelles. Après avoir raccroché, je me suis assis dans mon nouveau bureau, qui avait une vraie fenêtre, un joli bureau et de vrais meubles au lieu de l'installation de base que j'avais avant, et je me suis senti sincèrement fier de moi. Mes parents avaient essayé de m'empêcher de réussir. Ils m'avaient demandé de cacher mes réussites, et quand je ne l'ai pas fait, ils ont activement essayé de saboter ma carrière. Et malgré tout cela, j'avais réussi quand même, encore plus qu'avant. La promotion est venue avec de nouvelles responsabilités qui m'ont tenu occupé pendant les 2 mois suivants. Je dirigeais maintenant 3 autres managers, je supervisais de grands projets, je présentais régulièrement à la direction. C'était intense mais gratifiant. Lors d'un de nos points réguliers, l'oncle Richard a mentionné que mes parents posaient des questions sur moi. Ils veulent savoir si tu m'as appelé, si je sais comment tu vas, a-t-il dit. Je pense qu'ils essaient d'obtenir des informations par mon intermédiaire puisque tu les as bloqués. Qu'est-ce que tu leur as dit? Que tu vas très bien et que c'est tout ce qu'ils ont besoin de savoir. Ta mère a essayé d'insister pour avoir des détails, mais j'ai mis fin à ça. Je lui ai dit que si elle voulait savoir comment tu allais, elle n'aurait pas dû essayer de détruire ta carrière. Comment a-t-elle réagi à ça? Elle s'est mise sur la défensive. A commencé à pleurer en disant qu'elle essayait juste de t'aider, que tu avais changé et étais devenu arrogant. La même chanson, un jour différent. Ton père avait l'air mal à l'aise, mais n'a rien dit pour la contredire. Et Nathan? Nathan est toujours au chômage, toujours à la maison. Ta mère a mentionné quelque chose comme quoi il pensait à lancer un podcast, quoi que ça veuille dire. J'ai dû en rire. Un podcast? Bien sûr, ça résoudra tous ces problèmes, n'est-ce pas? Richard a gloussé. Mais bon, au moins il pense à quelque chose, j'imagine. 3 mois après avoir coupé les ponts avec mes parents et Nathan, j'ai reçu une lettre par la poste. Du courrier physique, pas un email. C'était de ma mère, écrite de sa main distinctive et bouclée. J'ai hésité à la jeter sans la lire, mais la curiosité l'a emportée. Je l'ai ouverte. La lettre faisait 5 pages. 5 pages où ma mère expliquait à quel point elle était blessée par mon comportement, comment elle avait seulement essayé de m'aider à garder les pieds sur terre, comment couper les ponts avec la famille était cruel et inutile. Elle a écrit combien je leur manquais à tous, comment Nathan souffrait de mon absence, comment la famille n'était pas complète sans moi. Nulle part dans ces 5 pages elle ne s'est excusée d'avoir appelé mon lieu de travail. Nulle part elle n'a reconnu que ses actions avaient été inappropriées. Nulle part elle n'a assumé la moindre responsabilité pour la situation. Au lieu de cela, la dernière page suggérait que si je m'excusais d'avoir surréagi et promettais d'être plus prévenant envers les sentiments de Nathan à l'avenir, nous pourrions tourner la page sur cet incident malheureux et redevenir une famille. Je l'ai lu 2 fois, juste pour être sûr de ne pas avoir mal compris. Non. Elle voulait que je m'excuse auprès d'elle. J'ai pris une photo de la lettre et l'ai envoyée à l'oncle Richard avec la légende « Tu vois ça ?
Il m'a appelé 5 minutes plus tard. Elle est sérieuse? Elle veut que tu t'excuses. Apparemment, j'ai surréagi au fait qu'elle ait essayé de me faire virer, ai-je dit. Et si j'admets simplement ça et que je promets de mieux cacher ma réussite, nous pourrons tous redevenir une famille heureuse. C'est délirant, a dit Richard. Genre, vraiment déconnecté de la réalité. C'est ma famille, ai-je dit. Qu'est-ce que tu vas faire? Rien. Je ne vais absolument rien faire. Pas de réponse, pas d'appel, pas de signe de vie. Elle n'a pas à dicter les termes de la réconciliation après ce qu'elle a fait. Bien, a dit fermement Richard. Tiens bon. Tu ne leur dois rien. J'ai jeté la lettre et je n'y ai plus pensé. Même si j'essayais de ne pas y penser, il était difficile de ne pas se sentir un peu blessé que ma propre mère soit si incapable d'admettre ses torts. La vie a continué. Le travail était super. J'excellais dans mon nouveau rôle, je recevais des retours positifs de tout le monde, je bâtissais de solides relations avec la direction. Ma vie personnelle allait bien aussi. Je sortais avec quelqu'un que j'aimais beaucoup, je voyais régulièrement mes amis, je profitais de ma maison, de ma belle voiture et de la sécurité financière pour laquelle j'avais tant travaillé. Environ 6 mois après avoir coupé le contact, l'oncle Richard a appelé avec des nouvelles intéressantes. Alors, Nathan a déménagé, a-t-il dit. Sans blague. Où est-il allé? Il a pris un appartement avec 2 colocataires. Tes parents couvrent son loyer, évidemment, mais au moins il ne vit plus à la maison. C'est déjà ça, j'imagine. Ouais, sauf qu'apparemment, il a dit aux gens qu'il déménageait parce que la maison était trop déprimante sans toi et qu'il avait besoin d'un nouveau départ. J'ai dû en rire. Alors, il fait en sorte que ça tourne autour de moi, d'une manière ou d'une autre. Exactement. Ce n'est pas juste qu'il fasse enfin un petit pas vers l'indépendance à 25 ans. C'est parce que tu as abandonné la famille et rendu la maison triste. Incroyable. Ta mère raconte aussi aux gens que tu as refusé toutes ces tentatives de réconciliation. Elle a toute une histoire sur la façon dont elle a tout essayé pour te contacter, mais tu es têtu et tu refuses de lui pardonner une petite erreur. Une petite erreur étant d'essayer de me faire virer. Elle minimise vraiment cette partie dans sa version, faisant croire qu'elle a appelé avec quelques préoccupations et que tu as pété les plombs. Bien sûr qu'elle le fait. Paula et moi avons corrigé l'histoire quand nous le pouvions, a dit Richard. Mais tu sais comment c'est. Les gens croient ce qu'ils veulent croire. Je me fiche un peu de ce que les gens croient à ce stade, ai-je dit. Honnêtement, les gens qui comptent connaissent la vérité. C'est la bonne attitude, a convenu Richard. 1 an après avoir coupé le contact, j'ai reçu une invitation de mariage d'un cousin du côté de ma mère. L'oncle Richard m'a prévenu que mes parents seraient là. J'ai répondu par l'affirmative, avec ma petite amie. Le mariage était intéressant. Mes parents étaient au 2e rang. Nathan était avachi entre eux. Ma mère m'a vu et a commencé à chuchoter de toute urgence à mon père. J'ai hoché la tête dans leur direction et j'ai trouvé des places de l'autre côté de l'église. La cérémonie était belle. À la réception, j'ai fait le tour, j'ai discuté avec des parents. Plusieurs personnes m'ont demandé ce que je devenais. J'ai gardé mes réponses brèves mais honnêtes sur le fait que le travail allait bien. Ma mère m'a fusillé du regard toute la soirée. Environ 1 heure plus tard, elle s'est approchée de moi au bar. On peut parler, a-t-elle demandé. Il n'y a rien à dire, ai-je répondu calmement. Tu ne peux pas m'éviter éternellement. Je suis ta mère. Je ne t'évite pas, mais je n'aurai aucune conversation sur une réconciliation tant que tu ne t'excuseras pas sincèrement. Je t'ai envoyé une lettre, a-t-elle dit. Cette lettre me demandait de m'excuser auprès de toi. Ce n'est pas la même chose. Son visage a rougi. Tu es déraisonnable. J'ai fait une erreur. Essayer de me faire virer, ce n'était pas une erreur. Appeler mon lieu de travail était une erreur. Envoyer un email à mon service RH avec 3 pages de mensonges était une 2e erreur. J'essayais de t'aider, a-t-elle insisté. En sabotant ma carrière? C'est de l'aide, ça? Tu devenais arrogant. Quelqu'un devait t'apprendre l'humilité. Et voilà. Tu penses toujours que tu avais raison. Tant que ça ne changera pas, nous n'avons rien à nous dire. Je suis parti. Ma mère ne s'est plus approchée de moi, mais je l'ai surprise en train de pleurer plus tard. Le reste de la soirée a été en fait agréable.
Quand mes parents sont partis tôt, l'atmosphère s'est allégée. 2 ans après avoir coupé les ponts avec mes parents, j'ai maintenant 30 ans et je suis directeur financier. J'ai de nouveau été promu il y a 6 mois, et je gagne maintenant 170 000 € par an. J'ai acheté une plus grande maison dans un quartier plus agréable, je suis passé à une Audi plus récente, et j'ai commencé à vraiment profiter des fruits de mon travail au lieu de m'inquiéter constamment de l'argent. Je suis toujours avec la même petite amie du mariage, et nous parlons de nous fiancer bientôt. La vie est vraiment belle. L'oncle Richard me tient au courant de la famille. Nathan, à 27 ans, change toujours de travail, vit toujours dans l'appartement que mes parents paient. Mes parents trouvent toujours des excuses pour lui. Ma mère demande toujours de mes nouvelles à Richard. Il lui donne le strict minimum. Il a dit qu'elle avait pleuré quand elle a appris ma dernière promotion. Pas des larmes de joie, des larmes de contrariété. Mon père a essayé de me contacter par l'intermédiaire d'autres parents avec des messages désinvoltes du genre « dis-lui de m'appeler », que j'ai ignoré. Il n'a jamais reconnu que ce que ma mère a fait était